Dans un établissement privé peu recommandable, une vente aux enchères est en cours. Des jeunes filles, toutes enlevées de force, sont présentées aux enchérisseurs, et celui qui fait l'offre la plus élevée peut emporter la fille chez lui. Lady Colide est responsable de cet arrangement cruel, et elle est là, sirotant tranquillement du vin tout en supervisant les enchères. Un serviteur lui dit qu'ils ont déjà dépassé le coût d'acquisition de ses filles. Derrière la scène, l'une des filles pleure, les suppliant de la laisser partir. Une autre fille la réconforte, mais peu de temps après, c'est au tour de la fille réconfortante d'être présentée. Les enchérisseurs sont subjugués par sa beauté, et ils veulent tout l'emmener avec eux. Avant même que les enchères ne commencent, la jeune fille utilise la magie pour invoquer une clé qui libère ses mains, et un pistolet pour éliminer tous les enchérisseurs. Les serviteurs de Lady Colide sont alertés et se battent avec elle, mais elle est beaucoup plus puissante. Ils perdent un par un, la servante avec les filles est en fait la partenaire de la fille qui manie le pistolet. Elle se bat avec les autres serviteurs et libère les filles vendues aux enchères, y compris la fille qui pleure. Lady Colide est en train de paniquer là-haut, et la fille au pistolet essaie de lui tirer dessus. Cependant, un homme l'arrête avant qu'elle ne puisse le faire. Et le gars a de la magie, aussi. La femme de chambre vient à sa rescousse et le tue avec son propre pistolet. Mais ils sont plus nombreux, la bonne protège l'autre fille, Dia, pendant qu'elle récite un sort pour tous les faire sauter. Pendant ce temps, 2 de leurs camarades sont postés à l'extérieur. Ils voient l'explosion, et la fille remarque que c'est le signal de Dia et Talt. Elle se tourne vers son compagnon, Lug, et lui dit que Lady Colide est coupable. Elle ajoute que le groupe de Colide attaque des villages déguisés en bandits et enlève des jeunes filles pour les vendre à d'autres nobles. Lug lui dit qu'envoyer Dia et Talt sous couverture était le bon choix. Selon lui, obtenir des preuves sur une vente aux enchères réservée aux membres prend du temps. Il ne voudrait pas que le nombre de victimes augmente entre-temps. Le banditisme et le trafic d'êtres humains sont des crimes graves. Lady Colide est allée trop loin lorsqu'elle a attaqué un village dans un pays voisin. En commettant de tels crimes au-delà des frontières nationales, ils ont mis en danger les affaires internationales. Le type, positionné de manière à pouvoir tirer sur n'importe qui à tout moment avec son sniper, confirme finalement sa cible, Lady Colide. Avant de la battre, il dit, conformément aux ordres royaux et aux principes de la maison de Tuatha II, Lady Colide et ceux qui ont participé aux ventes seront éliminés. La scène se coupe sur un homme plus âgé qui tire sur ses cibles à l'aide d'un sniper. Appelons-le l'assassin. Alors qu'une femme lui indique qui et où tirer, il atteint parfaitement ses cibles, une par une. Après avoir tué toutes ses cibles, il se lève et se prépare à quitter les lieux. Son compagnon insiste sur le fait qu'il reste encore des membres de la mafia et qu'ils doivent tous les éliminer. L'homme plus âgé reste sur ses positions et dit que l'organisation ne leur a ordonné d'assassiner que 6 hommes. Il ne tuera personne d'autre. Elle réplique qu'il reste des membres essentiels de la mafia. S'il les laisse vivre, la mafia reprendra simplement ses activités. L'assassin lui dit de ne pas se faire de fausses idées, ce ne sont pas des héros mais des outils de l'organisation. Ils ne font rien qu'on ne leur ait ordonné de faire. Si l'organisation voulait anéantir la mafia, elle leur aurait ordonné de le faire. Il est également possible qu'un autre membre infiltre la mafia et qu'ils ne puissent pas tuer à leur guise. Au moment où ils sont sur le point de partir, l'assassin se rend compte qu'un drone de reconnaissance les a repérés. Il pousse son compagnon hors du siège du conducteur et conduit à sa place. Il explique qu'une fois qu'un drone les a repérés, ils sont foutus. Elle lui demande instamment d'éteindre les lumières, mais il s'en moque et lui dit simplement de préparer son arme. Elle tente de protester, mais l'assassin lui dit simplement qu'elle doit suivre et que les forces de sécurité des frontières vont arriver. C'est ce que font les forces frontalières, qui commencent immédiatement à tirer sur la camionnette lorsque nos agents tirent en premier. Les forces vont en ville jusqu'à ce que le van explose. Qu'est-il arrivé aux agents? Un peu plus tôt, l'assassin a dit à sa compagne que le drone détecte la chaleur du moteur, donc il gardait les phares allumés pour les rendre plus visibles. Il lui a ensuite demandé de suspendre son arme au toit et de passer un fil sur la gâchette. Il a expliqué que le pistolet se déclencherait lorsque la route caoteuse le ferait trembler. Une fois que les forces sont attaquées, elles sont assurées de riposter. Donc, pendant que les gardes frontières poursuivent la voiture, il saute hors de celle-ci. Et ainsi il regarde la camionnette exploser loin, très loin d'eux. Il fait déjà nuit, et les gardes frontières se sont déjà éloignés de la zone. L'homme plus âgé dit qu'ils vont attendre là jusqu'à l'aube. Elle lui demande s'ils ne vont pas fuir pendant qu'il fait nuit, et il répond que la température relative du sol permettra à la caméra infrarouge du drone de les repérer plus facilement. Il se déplace lorsque le soleil se lève et que la température du sol dépasse celle du corps humain. Pendant que les deux se reposent, elle lui demande pourquoi il est devenu un assassin. Il répond qu'il est né et a été élevé par l'organisation. On lui a enseigné les techniques d'assassinat depuis qu'il est enfant. Il a été élevé uniquement pour assassiner. C'est le seul moyen qu'il connaisse pour vivre. Il ajoute que l'organisation est tout pour lui et qu'il est fier d'être devenu le meilleur outil de l'organisation. Cela explique pourquoi il est très attaché à suivre les ordres de l'organisation. L'organisation est littéralement toute sa vie. Je me demande ce que c'est que d'être né dans la violence. Ce type l'a bien compris. Elle lui demande s'il a des émotions humaines, et il répond que les assassins n'ont pas besoin d'émotions. Elles ne font que les gêner, après tout. Il dit que tout se termine avec ce travail.
Il dit qu'il prend sa retraite et commence une nouvelle carrière dans l'organisation au Japon. Il y formera de nouveaux assassins. Leur conversation se poursuit pendant un moment, mais tout à coup, il pointe son arme sur elle. Elle est stupéfaite. L'assassin lui demande ce que c'est, et elle répond que c'est son arme. Il demande, pourquoi est-il pointé sur vous? Et elle répond qu'elle ne sait pas. Il répond à sa propre question et dit que c'est parce qu'elle a confiance en lui. L'homme demande à nouveau, pourquoi as-tu supposé que je ne te tuerais pas? Et si j'avais prévu de te tuer une fois que j'aurais terminé afin de ne laisser aucune preuve derrière moi? Cette pensée ne vous a pas traversé l'esprit. Elle répond, non. Il ajoute qu'il a menti sur la formation de nouveaux assassins. Il avait l'intention de l'utiliser jusqu'à ce qu'il puisse s'échapper, mais elle est devenue un fardeau. L'homme dit que c'est plutôt que prévu, mais qu'il va la tuer maintenant. Il lui demande, que t'ont-ils appris à faire dans ces situations? Elle répond, évitez l'arme de votre agresseur en vous dirigeant vers le côté chaud de l'arme et tournez votre corps pour faire face au côté froid. Il demande, pourquoi ne le faites-vous pas? Elle répond qu'elle ne pense pas que ça marcherait contre lui. Il lui dit de ne pas avoir trop confiance en ses capacités et que c'est pour cela qu'il l'a qualifié de novice. Il lui conseille, si tu es un professionnel, ne fais confiance à personne sur rien. Il s'avère que l'arme qu'il pointait sur elle n'est pas chargée. Et sur ce, il lui dit d'aller se coucher et lui rend son arme. Cette fois, elle pointe son arme vers lui, mais il ne bouge pas et lui dit plutôt d'aller dormir, sachant que l'arme n'a pas de balle. Le jour suivant, le duo arrive à leur cachette. L'homme âgé contacte l'organisation et les informe qu'il va commencer une nouvelle mission, la formation de nouveaux assassins. L'organisation a déjà préparé tout ce dont ils auront besoin pour leur nouvelle tâche, y compris de faux passeports et 2 billets pour le Japon. Alors qu'il embarque dans l'avion, il se heurte soudain à un problème. Il semble que l'avion ait été détourné. La femme demande à l'homme âgé ce qui se passe, et il répond que c'est l'œuvre de l'organisation. Bien sûr, l'organisation se débarrasserait d'un outil dont elle a fini de se servir. Ils ne sont pas sûrs qu'il va rester tranquille. L'homme suppose que l'organisation a l'intention de l'assassiner au détriment des passagers innocents de l'avion. Il se rend dans le poste de pilotage et trouve les pilotes morts. Il pilote alors l'avion lui-même. Soudain, une sorte de missile est envoyé vers l'avion où il se trouve. Tout ça, pour tuer une seule personne. C'est de la surenchère, sans jeu de mots. Dans ces derniers instants, il pense, pourquoi? J'ai fait confiance à l'organisation et j'ai suivi leurs ordres. J'étais si loyal envers eux que je serais mort s'ils me l'avaient ordonné. J'ai été trahi. Pourquoi? 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 Je suis frustré. Je me sens frustré. Les émotions que j'ai supprimées reviennent. Il se réveille et se trouve dans un endroit étrange. Est-il en train de rêver? Soudain, une voix de femme lui répond en lui disant que ce n'est pas un rêve. Une femme apparaît sur un trône devant lui et dit que, bien qu'étant le meilleur assassin du monde, il s'est stupidement laissé assassiner. Elle rit. Il lui demande d'expliquer ce qui se passe. La femme, Na, appelons-la la déesse, lui dit qu'elle a convoqué son âme là après sa mort. Il lui demande pourquoi et elle lui répond qu'il a plusieurs options. Option 1, avoir son âme effacée et renaître en tant qu'étranger. Ses souvenirs disparaîtraient et il deviendrait une personne différente. Deuxième option, accepter sa demande et renaître dans un autre monde. En échange, le vieil homme conserverait ses souvenirs actuels. Il conserverait ses connaissances et son expérience et profiterait d'une nouvelle vie. Il lui demande quelle est sa demande et qui elle veut qu'il tue. La déesse lui dit qu'il renaîtra dans un monde fantastique d'épée et de sorcellerie. Elle veut qu'il tue le héros de ce monde. 2. Il dit à la déesse que la réincarnation est difficile à croire. Mais mec, tu es mort et tu parles à une déesse. À ce stade, tout est possible. Elle répond qu'habituellement, les âmes des morts sont nettoyées de toute tâche et recyclées. La vie qu'il avait construite jusque-là est effacée. Même si une personne renaît, sa personnalité est réduite à néant si ses souvenirs sont effacés. La déesse répond qu'alors renaître dans un autre monde avec les souvenirs et le caractère de sa vie précédente lui donne une chance incroyable. Le vieil homme lui demande de lui en dire plus sur la cible. La déesse lui demande si cela signifie qu'il va accepter le travail. Il répond qu'il est mort, il n'y a plus de risque pour lui. De plus, il se souvient maintenant qu'il peut ressentir des émotions. La déesse lui demande de développer, et il lui dit qu'il a vécu comme un outil pour tuer des gens depuis qu'il est né. Il supprimait ses émotions et était fier de vivre comme un outil parfait. À la fin de sa vie, il a ressenti de la frustration. Il s'est souvenu des sentiments qu'il avait oubliés pendant si longtemps. S'il devait avoir une autre chance de vivre, il veut vivre sa propre vie au lieu de vivre comme un outil pour les autres. La déesse lui dit que c'est bon temps qu'il remplit sa demande. Elle lui explique qu'il renaîtra dans un monde fantastique d'épée et de sorcellerie et tuera le héros. Il aura jusqu'à 18 ans après sa naissance pour répondre à sa demande. Elle lui confère alors toutes les connaissances dont il a besoin pour survivre dans cet autre monde et des informations sur sa cible. Il dit que le héros semble être un homme valeureux. Pourquoi a-t-il besoin d'être tué? La déesse dit que 16 ans après sa naissance dans cet autre monde, le héros vaincra le seigneur démon et sauvera le monde. Mais après cela, le héros utilisera son pouvoir pour plonger le monde dans le chaos. 18 ans plus tard, le monde sera détruit. Elle veut donc qu'il tue rapidement le héros. Étant donné que le héros possède des capacités bien supérieures à celles des autres humains et dispose de 30 compétences,
il demande à la déesse de lui donner les meilleures compétences possibles dans les limites standards. Elle accepte et lui donne les meilleures statistiques qu'un humain peut théoriquement avoir. Elle lui demande également de n'assassiner le héros qu'une fois le seigneur des démons tué, car eux seuls peuvent vaincre le seigneur des démons. Il choisit ensuite les compétences qu'il aura dans sa prochaine vie. Il s'agit de récupération rapide, tisseur de sorts, croissance illimitée, arts martiaux, et une autre qui n'est pas révélée. Maintenant qu'il a pris sa décision, il est prêt à renaître dans la maison Tuatha du royaume d'Alvan, une noble maison d'assassins. Il est maintenant né, et son père, Sion Tuatha II, décide de l'appeler Lug, Logu. Sa mère, Esri Tuatha II, n'a aucun scrupule à lui donner ce nom. Elle demande à son mari s'il va l'élever comme un Tuatha II, et Sion répond que ce royaume a besoin de leur famille. L'homme poursuit que certaines infections ne peuvent être éradiquées que par l'assassinat. Sa mère proteste qu'elle n'aime pas ça, et qu'il pourrait perdre Lug comme ils ont perdu Ruf. Sion est déterminé à ne pas refaire la même erreur. Il promet de ne pas laisser Lug mourir. Ils l'élèveront pour qu'il devienne assez fort. 7 ans ont passé, et Lug est maintenant un jeune garçon. Il ne peut toujours pas utiliser la magie, cependant. Il est dans la forêt pour l'entraînement du jour, à la chasse au lapin alt. La magie sera la clé pour tuer le héros, mais il ne peut pas l'apprendre sans un mentor. Mais il peut quand même améliorer son mana en faisant son entraînement quotidien. Après un certain temps à sauter de branche d'arbre, Lug repère enfin un lapin alt. Il se suspend à l'envers à la branche et lance une flèche vers le lapin. Coup de tête. Lug pense que lorsque sa proie le fuit, l'augmentation de la température corporelle diminue la saveur de la viande. De plus, endommager les organes rend la viande puante. Selon lui, la meilleure façon de chasser une viande délicieuse est de l'abattre d'une seule balle dans la tête. De retour à la maison, sa mère lui demande de la laisser cuisiner pour lui, mais il refuse, disant qu'il avait convenu qu'il cuisinerait les jours où il irait chasser. On voit ici que Lug a une bonne relation avec ses parents, ce qui n'était pas le cas dans sa vie précédente. Tout en cuisinant, il réfléchit au fait qu'il doit devenir fort pour combattre le héros. Comme un athlète, il doit consommer des repas basés sur la science nutritionnelle. En cuisinant régulièrement pour lui-même, il peut acquérir tous les nutriments qui lui manquent. Des protéines et du calcium pour construire des muscles et des os solides, des vitamines et des minéraux pour stimuler la croissance des tissus. Selon lui, la viande de lapin de Garen est idéale car elle est pauvre en graisse et riche en protéines, mais elle a un goût de gibier. Il ajoute des potherbes, des champignons séchés faits maison et des légumes racines, et fait cuire le tout à l'étouffer dans une cocotte minute pour en neutraliser l'odeur. Lug a maîtrisé la cuisine dans sa vie antérieure. Se déguiser en chef cuisinier pour s'infiltrer dans une fête à laquelle assistait sa cible était une stratégie efficace. Il prépare un plat spécial qu'il a appris, un ragoût à la crème avec de la viande de lapin. C'est un repas parfait qui lui permet de consommer en une seule fois tous les nutriments dont il a besoin pour grandir. Après avoir fini de cuisiner, il déjeune avec ses parents. Quand Esri goûte le ragoût, elle commente que son plat spécial est exquis, ajoutant même qu'il doit être un génie pour l'avoir élaboré. Sion acquiesce en disant qu'il n'a jamais rien vu de tel que son ragoût, même dans la capitale. Il suggère qu'il pourrait faire fortune en le vendant dans un restaurant. Le toujours humble Lug dit qu'il exagère tous les deux et que ce n'est pas un plat si élaboré. Esri dit qu'il devrait servir le plat aux gens lors de la fête de la moisson de cette année-là. Sion leur dit qu'ils peuvent faire du ragoût à la crème une spécialité des Tuatha II. Lug pense que la nourriture qu'il a préparée dans sa vie précédente est bien meilleure que le ragoût à la crème qu'il vient de préparer. Ses ingrédients et ses outils étaient sophistiqués à l'époque. Mais pour une raison quelconque, il a l'impression que ce repas a meilleur goût. Peut-être que la nourriture a meilleur goût lorsqu'elle est partagée en famille, ce qu'il n'a jamais connu auparavant. Son père lui dit de venir dans la salle d'entraînement une fois qu'ils ont terminé leur repas. La salle d'entraînement est sombre et se trouve au sous-sol de leur maison. Lorsque Lug arrive, son père l'attend déjà. Il demande à son fils de se déshabiller, ce qu'il fait docilement. Sion demande ensuite à Lug d'exécuter le premier kata, ce qu'il fait. Il vérifie la forme de son fils. Lorsqu'il est satisfait, il lui demande d'exécuter les autres katas, inspectant soigneusement chaque muscle du corps de Lug et s'assurant qu'il exécute les formes correctement. Selon Lug, son père mesure chaque semaine la croissance de son corps, le développement de ses muscles, la croissance de son squelette et l'amplitude de mouvement de ses articulations. Son père détermine son prochain entraînement en fonction de cela. S'il doit se mettre à poil devant son père pour apprendre la voie des Tuatha II, qu'il en soit ainsi. Lug révèle que la maison des Tuatha II est le plus grand expert médical du royaume d'Alvan. Ce sont aussi des assassins clandestins qui exécutent les ordres de la famille royale. Tout en traitant publiquement la maladie des nobles, il s'occupe secrètement de ceux qui nuisent au royaume en commettant des actes maléfiques. La famille Tuatha II soutient le royaume tout en contrôlant la vie et la mort. Son père lui a enseigné les techniques médicales et d'assassinat afin qu'il puisse être l'héritier de leur famille d'assassins. C'est une famille bien pratique pour naître, étant donné qu'il doit tuer le héros à la demande de la déesse. Sion dit à son fils qu'il grandit vite, et qu'il récupère rapidement aussi. Même s'il est encore un peu jeune, son père estime qu'il devrait avoir la force de supporter l'opération. Son père va lui donner les yeux mystiques de Tuatha II. Il s'agit d'un secret transmis dans la maison de Tuatha II, dans lequel la chirurgie magique est utilisée pour renforcer la vue, permettant même de percevoir le mana.
Elle permet non seulement de voir à de grandes distances, mais aussi d'améliorer l'acuité visuelle dynamique, la perception de la profondeur et la vision en basse lumière. Nous voyons ensuite Lug avec des bandages sur les yeux. Esri le nourrit joyeusement, mais Lug proteste, disant qu'il peut s'en occuper lui-même. Sa mère insiste sur le fait que le nourrir est le travail d'une mère. Elle dit qu'il compte de moins en moins sur elle à mesure qu'il grandit. Elle est heureuse de pouvoir s'occuper de son fils. Sian s'approche d'eux, et Lug court vers lui. Le moment d'enlever ses bandages est enfin arrivé. Lug et ses parents sont sur leur balcon, d'où l'on peut voir toute la région des Tuatha 2. Son père lui enlève soigneusement ses bandages. Dès qu'il est enlevé, il ouvre lentement les yeux. Il essaie les yeux mystiques et constate qu'il peut maintenant tout voir clairement. C'est comme avoir une option de zoom intégrée à ses yeux. C'est sûrement un outil très pratique pour les assassins. Son père déclare que l'opération est un succès. En plus de cette bonne nouvelle, son père lui annonce qu'il a déjà trouvé un professeur qui lui enseignera la magie. Lug ne peut pas être plus heureux. Après avoir été réincarné dans ce monde, Lug a passé les 7 premières années de sa vie à développer lentement sa force. Il se concentre sur ses capacités physiques tout en perfectionnant ses talents d'assassin. Maintenant qu'il possède les yeux mystiques des Tuatha 2, il est un pas de plus vers l'accomplissement de la demande de la déesse. Il ne fera que devenir de plus en plus fort au fil des jours, d'autant plus que son père lui a également trouvé un professeur de magie. De plus, étant doté de ses connaissances et de l'expérience de sa vie précédente, tuer le héros semble facile, surtout si c'est Lug.